pourrait y avoir des beautés parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes, il y a des cultures, il y a des phénotypes, il y a des ethnies. Et en fait, tout est pluriel. Aussi, à l'intérieur de la communauté noire, il y a de forts stéréotypes. Les propos et le positionnement qu'ont certains hommes noirs qui vont dire « les femmes noires, c'est pas mon style, ce sont mes sœurs ». Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire « ce sont mes sœurs ». Effectivement, c'est dans un sens en fait communautaire. Bonjour à tous, c'est Sabrina Onana, réalisatrice du film documentaire « Je suis noire, je suis belle » pour Upendo. Bonjour Sabrina, bienvenue au Upendo et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci à vous pour l'invitation. Alors j'ai vu ton documentaire, Je suis noire, je suis belle. Est-ce qu'on peut le dire? Oui, on peut le dire, oui. Donc le titre est tiré du verset 5 du premier livre biblique du Cantique des Cantiques. Et en fait, ce verset-là avait été traduit par Jérôme de Stridon dans la Bible latine qui s'appelle la Vulgate. Il avait été traduit par « Je suis noire, mais je suis belle ». Donc en fait, c'est une métraduction parce qu'en réalité, dans l'hébreu biblique, on ne trouve pas forcément cette opposition entre le fait d'être noire et le fait d'être belle. Donc ce que j'ai voulu faire en fait en reprenant ce verset, mais sans justement cette opposition-là, donc je suis noire, virgule, je suis belle, c'était aussi quelque part restituer en fait à ce texte-là une part de vérité en fait qui lui a été enlevée, mais aussi montrer en fait que être noire et être belle n'est pas antithétique. Et chose qui, au contraire, enfin on sait que dans notre société, dans les sociétés occidentales, les femmes aussi qui se sont construites dans ces sociétés-là avec un modèle de la beauté occidentale, elles ont parfois du mal en fait à s'identifier aux critères de beauté de ces sociétés-là. Et donc le fait d'être noire paraît un oxymore si on devait le mettre à côté du fait d'être belle. Et donc j'ai voulu en fait explorer aussi les parcours de vie de femmes qui, étant noires dans ces sociétés-là, ont cru ne pas pouvoir être belles en même temps et questionner un petit peu toute cette forme un peu même de racisme intériorisé qui fait partie de leur parcours de vie. Il y a une femme à qui on a demandé, une femme qui a participé dans le film, à qui on a demandé de répéter cette phrase. En fait, des journalistes lors de l'avant-première lui ont demandé de répéter cette phrase et elle a pleuré parce qu'elle se disait, pour moi, je n'arrive pas à dire cette phrase parce que je n'y crois pas vraiment. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que c'est beaucoup plus profond que ça, même le titre et les réalités qu'il cache. Après, effectivement, l'idée pour moi, ce n'est pas simplement de pouvoir créer comme un slogan, mais c'est plutôt de questionner en fait toutes les choses dans notre société et même dans notre communauté qui font que aujourd'hui c'est encore difficile pour beaucoup de femmes de croire qu'elles sont belles lorsqu'elles sont noires. Il faut aussi soulever le regard noir masculin sur les femmes noires. Tu es ma sœur, je ne pourrais pas sortir avec toi. Le fameux tu es ma sœur, je ne sortirai pas avec toi. Ou moi, tout sauf une noire. C'est quand même d'une violence extrême quand des gens de sa propre communauté se mettent à vous dénigrer ou à reproduire des clichés sexistes ou en tout cas racistes, discriminants à l'égard de femmes qui sont de leur propre communauté. Oui, sachant qu'effectivement, donc, ce qui émerge un peu des témoignages, c'est que ces femmes-là se construisent avec d'un côté le fait de représenter pour les blancs ou les personnes qui ne sont pas noires l'exotisme et même une forme coloniale d'idée que la femme noire serait plus sauvage, libérée au niveau des mœurs, etc. Et chose qui est très présente encore aujourd'hui. Et en fait, de l'autre côté, cette idée que dans la communauté noire aussi, il y a une forme de rejet qui s'exprime et que les modèles de femmes de la communauté noire qui vont être la plupart du temps être mises en avant vont être des femmes plus claires de peau, ou avec des cheveux longs, plutôt lisses. Voilà. Donc en fait, il y a comme ça une forme d'aliénation en fait dans le rapport au masculin qui émerge dans les témoignages, que ce soit avec la communauté noire ou avec les blancs. Donc c'est quelque chose qui est aussi source de souffrance en fait finalement pour bon nombre de femmes qui d'un côté ont peur d'être le fétiche de
d'une personne qui a son image de la femme noire sous les cocotiers, ou voilà, pour qui la femme noire représente l'ailleurs, l'exotisme, etc. Et puis de l'autre côté, cette idée-là où aussi à l'intérieur de la communauté noire, il y a de forts stéréotypes. Et effectivement, l'idée, c'était aussi de questionner donc les propos et le positionnement qu'ont certains hommes noirs qui vont dire les femmes noires, c'est pas mon style, ce sont mes sœurs. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ce sont mes sœurs. Effectivement, c'est dans un sens en fait communautaire. On retrouve ce type de propos, par exemple, chez beaucoup de personnes qui s'identifient au mouvement panafricain. Ils vont dire les Noirs c'est mes sœurs, mais eux pour le coup, même le choix amoureux est lié à la fierté de l'identité noire. Donc souvent en réalité ils vont avoir des femmes noires, même s'ils disent que les Noirs c'est leurs sœurs, parce qu'ils sont vraiment dans cette optique où quelque part un peu parfois tout tourne autour de l'identité noire, de la couleur de peau et de l'identité africaine. Mais les filles, en fait, ce qu'elles pointent du doigt, ce n'est pas forcément le fait d'être vues comme des sœurs au sens de l'appartenance à une communauté, mais c'est la non-désirabilité de ce que je suis en tant que femme noire, parce que je suis noire, que toi aussi tu es noire, et qu'en réalité, tes regards se portent plus vers l'extérieur, parce que tu as tout un tas de préjugés et d'idées reçues sur ce qu'est la femme noire, alors que tu as une mère qui est noire ou des sœurs qui sont noires, et donc ça suscite encore là en fait une souffrance chez les femmes noires qui vont se sentir mises de côté aussi à l'intérieur de la communauté noire. Oui, parce qu'il faut dire clairement les choses. C'est-à-dire que certains hommes noirs ne veulent pas sortir avec une femme noire, tout simplement parce qu'ils ne la trouvent pas belle. Ils ne la trouvent pas dans leurs critères de beauté, à cause de la couleur de leur peau, trop foncée, ou parce que le cheveu n'est pas lisse. Et ça, c'est d'une violence inouïe. Et la chose qui est en fait encore plus pernicieuse, c'est ce côté qui émerge aussi dans les interviews, où d'une part, en fait, les femmes se sentent... en fait, les femmes aujourd'hui, elles ont vraiment énormément d'injonctions qui sont contradictoires. Donc c'est très difficile en fait de se construire au milieu de tous ces points de vue qui sont opposés en réalité. Donc il y a une forte injonction au naturel, même à l'intérieur de la communauté noire. Mais c'est un peu ce que les filles disent, c'est que de l'autre côté, est-ce qu'on est vraiment perçu comme belle quand on est noir et qu'on est au naturel? Et en même temps, on a quand même, tu le disais, tout ce mouvement Napi. Oui. On a aussi, en France, on a Fatou Ndiaye avec son blog Black Beauty Bag qui fait ça depuis des années, qui réaffirme la beauté de la femme noire, qui réaffirme la force de la femme noire d'ailleurs au-delà de la beauté, qui réaffirme l'identité même de la femme noire. Donc il y a effectivement aussi des modèles de beauté et aussi des modèles de femmes fortes tout court. Et c'est peut-être aussi dans le cercle familial que les choses doivent évoluer. Énormément. Forcément, en fait, c'est une autre chose qui est centrale, c'est la question de la transmission et de l'éducation dans le film. C'est-à-dire que quand on a une mère ou une grand-mère qui nous ont transmis la pratique du défrisage de génération en génération, on associe le fait d'être adulte, le fait d'être une femme, même accomplie quelque part, aussi avec une certaine apparence. Et cette apparence-là, d'où est-ce à quoi est-ce qu'on va s'inspirer? À ce qu'on a vu autour de soi, dans son premier cercle, le cercle familial. Après, il y a les images que renvoie la société, etc. Donc, forcément, il y a un travail à faire au niveau des familles pour que les enfants, en fait, puissent grandir en voyant que leur propre mère, leur propre grand-mère s'acceptent. Et puis, donc, ça va être quelque chose d'assez naturel pour elles, en tout cas, de beaucoup plus simple à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a un travail en fait à faire à différents niveaux, parce que dans une famille, on peut bien faire le travail, et puis les camarades de classe avec leurs commentaires, les hommes avec leurs commentaires, etc., vont aussi jouer dans la construction en fait de l'identité des femmes. Donc il y a une charge mentale qui est forte et qui est pesante pour la femme noire. Et en même temps, est-ce que finalement, c'est pas ce modèle universel de la femme blanche avec des traits lisses qui continue à gagner du terrain? Est-ce qu'un jour ça va être le modèle de la femme noire, dark skin en réalité, il devrait y avoir des beautés, parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes, il y a des cultures, il y a des phénotypes, il y a des ethnies, et en fait tout est pluriel. Donc automatiquement, c'est quelque chose d'ailleurs que moi je tiens à souligner, parce qu'en plus je suis
et noire et blanche. Enfin, j'ai mon père est noir, ma mère est blanche, donc forcément, je ne suis pas dans une optique en fait de supplanter un modèle par un autre, parce que automatiquement, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le problème des modèles. En fait, modèle égale personne à imiter, à laquelle s'identifier pour être comme elle. Et en fait, il faut tout simplement des femmes. Il y a des beautés en fait. Même à l'intérieur de la communauté noire, l'idée c'est ça, c'est qu'il n'y a pas un type de femme noire, il n'y a pas un type de beauté noire, il y a des beautés noires, il y a des femmes noires. Et donc c'est tout simplement ça qu'il faut qu'on puisse voir, parce que c'est ce qu'on voit dans la vie aussi de tous les jours en fait. Et on a ce regard déformé en fait par l'imagerie, par Hollywood, par les réseaux sociaux, qui vont très souvent en fait montrer, mettre en avant justement un seul type de quelque chose, de femmes noires, etc. Et c'est là en fait que toutes les personnes qui ne se sentent pas représentées vont en fait se sentir exclues et passer par une phase de déni en général, et de mimétisme en fait, en essayant de mimer en fait d'autres personnes qui sont elles mises en avant pour elles se sentir mieux dans leur peau, alors que c'est forcément impossible de se sentir bien dans sa peau en mimant quelqu'un d'autre. Donc par définition, c'est quelque chose de problématique en fait, la singularité de l'identité, parce qu'il y a des identités. Donc voilà. Et justement, on parle d'identité, quelle est la vôtre? Est-ce que vous pouvez nous parler de votre propre parcours, de votre cheminement? Vous êtes métisse, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre histoire et de ce que vous dites, vous, quand vous regardez dans le miroir? Moi, en fait, j'ai une mère qui est italienne et un père qui est camerounais. Et j'ai grandi en Italie. Moi, en fait, j'ai un rapport normal en fait avec ma personne, avec mon identité, mais c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui, quand je dis normal, ça veut dire apaisé, ça veut dire équilibré. Je ne me surestime pas, je ne me sous-estime pas non plus. Ce qui est d'ailleurs quelque chose que je pense être un peu une problématique aujourd'hui, dans le sens où pour moi l'idée ce n'est pas de pousser les femmes à être orgueilleuses sur la base de leur apparence, parce que je trouve que l'apparence ce n'est pas quelque chose de très important dans la vie en réalité, quoi que ça le soit dans des sociétés où l'apparence prime. Mais en réalité, ce n'est pas quelque chose qui édifie les autres ou qui est très utile aux autres en fait. Donc en général, quand vous avez des femmes ou des personnes qui construisent leur vie autour de leur apparence, donc c'est quelque chose qui risque de leur créer beaucoup de problèmes avec l'âge qui avance, et qui de toute manière maintient dans une forme de dépendance en fait vis-à-vis du regard d'autrui. Donc même la beauté en elle-même, ce n'est pas quelque chose de très important dans la vie en fait. Vous n'avez pas envie de parler de vous? Non, mais j'y viens. Mais ce qui est important pour moi, c'est juste d'être bien en fait dans sa peau, plus que le fait de se sentir magnifique. Mais moi, pour ma part, du coup, en fait, du fait d'être métisse, j'ai grandi en fait en Italie. Donc en Italie, j'ai été considérée comme noire ou sud-américaine, par exemple. En France, je suis considérée métisse ou jeune de banlieue selon comment je m'habille, alors que je suis italienne, donc ça n'a rien à voir. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais perçue comme light skin, noir clair, comme ils disent. Et aux Antilles, on va me dire que je suis chabine. Donc en fait, ce qui est très intéressant quand on est quand on appartient en fait à plusieurs mondes et aussi à plusieurs types de représentations du coup, c'est que en fait tout le monde projette son imaginaire sur vous en fait quand c'est comme ça. Et donc c'est à vous aussi de savoir que vous appartenez, vous avez votre place en fait dans chacun de ces endroits, de ces espaces que vous traversez. Donc moi j'ai appris en fait à habiter mes deux cultures, que ce soit la culture italienne, la culture camerounaise, et aussi finalement comment dirais-je, la culture française aussi quelque part, parce que finalement j'ai dû aussi apprendre à habiter la langue française, quoique ce ne soit pas ma langue maternelle. Aujourd'hui, ça doit faire presque 10 ans que je suis en France, donc je suis en fait à la fois toutes les langues, tous les pays, tout ce que je traverse en fait et que j'apprends à me réapproprier. Donc
Moi, en fait, mon identité, ce n'est pas quelque chose que je lie forcément seulement à une apparence ou même ne serait-ce qu'à la beauté. Donc, par exemple, pour moi, dire je suis noire, je suis belle, si c'était juste ça, mon identité ou l'identité de n'importe quelle femme, noire ou afrodescendante, je trouverais que c'est quand même très limitant. Dans le sens où moi, ce que je suis, ça s'exprime à travers l'art, parce que je suis passionnée par l'art, à travers mon travail de réalisation de documentaires, à travers mon amour pour la peinture, à travers ma foi, à travers les personnes que je côtoie, à travers en fait, le message, les valeurs que je porte. Donc c'est toutes ces choses, l'identité d'un individu, c'est sa personnalité, c'est son histoire, c'est aussi ses origines, c'est aussi son avenir, c'est aussi sa destination. C'est tout ça. Donc en fait, ce serait très réducteur de ne se référer qu'à l'apparence d'une personne, que ce soit en termes positifs ou négatifs, pour parler de l'identité de quelqu'un. Et est-ce que comme les personnes que vous avez interviewées, vous avez des difficultés avec vos cheveux ou pas, même si aujourd'hui ils sont... Quel a été votre rapport? Ah si, j'ai eu un rapport très, très compliqué avec mes cheveux pendant toute mon adolescence. En fait, comme j'ai grandi avec ma famille italienne, blanche, et il y avait déjà personne dans la famille qui avait les cheveux comme moi. Donc automatiquement, quand c'est comme ça, on n'en est même pas au stade de s'accepter en fonction de ce que la société nous propose, donc se construire en fait en fonction de ce que la société nous propose. Mais c'est que déjà à l'intérieur de notre famille, on est un petit peu comme un cheveu sur la soupe, quoi, parce qu'on est différent de toutes les autres personnes qu'on voit de notre famille. Parce que moi, j'ai même quasiment rencontré ma famille du côté paternel camerounais très tardivement. Donc je me suis vraiment construite en fait avec des personnes blanches autour de moi, toutes mes amies d'enfance, etc. Donc pour moi en fait ce qui me semblait plus proche de ce que j'étais, ça allait être des personnes comme Rihanna. Parce qu'en plus, comme j'ai les yeux clairs, en fait, tout le monde me disait « Ah, tu ressembles à Rihanna, tu ressembles à Rihanna ». Parce que j'étais claire et j'avais les yeux clairs, donc les gens, automatiquement, parce qu'il y a ce côté aussi beaucoup de comparaison. Quand vous êtes noir ou métisse, en fait, on va facilement trouver des personnes à qui vous ressemblez. Et donc, quelque part, c'est comme si votre identité devait tourner autour de ces personnes connues qui vous représentent un petit peu. Mais en fait, une fois que j'ai commencé à grandir, c'était très pesant le fait de devoir tout le temps, je me laissais les cheveux tout le temps, j'allais chez le même coiffeur que ma mère, donc blanche. Et en fait, chez eux, en fait, ils étaient même pas habitués à voir des personnes arriver avec une touffe comme moi j'arrivais. Donc je me souviens que quand j'arrivais avec ma mère, au début, au fur et à mesure, après ils se sont habitués. Mais au début, en fait, ils se disaient ah, c'est à elle aussi qu'on doit lisser les cheveux, c'est du boulot là. Donc et les produits capillaires, mais en fait, du coup là vous êtes vraiment dans un environnement où vous ne pouvez que vous assimiler. Parce que il ne s'agit pas non seulement de représentation, mais c'est aussi du point de vue pratique. Il n'y a pas dans la ville où j'étais, je voyais pas forcément des boutiques comme ici, hein, des boutiques où vous marchez. Il y a quand même des boutiques où vous pouvez trouver des produits qui sont adaptés à vos cheveux. Donc tout ce qui était en fait lié à une esthétique noire ou africaine, ben ça ne faisait pas partie de mon environnement en grandissant. Donc ce qui s'est passé en fait dans mon cas, c'est que donc j'ai grandi comme ça, en essayant d'avoir les cheveux lisses, en les lissant en fait comme même le défrisage en fait, c'était pas quelque chose que je connaissais, hein. Donc je faisais exactement un peu les mêmes coiffures que ma mère, je dirais, ou que mes camarades. Et donc ça fonctionnait? Non, forcément, ça ne fonctionnait pas parce que sur mes cheveux, donc ça durait 3 jours. Puis il fallait retourner chez le coiffeur, il fallait encore lisser. Et puis il suffit d'une goutte de pluie ou de transpirer et tout gonfle. Donc c'était très compliqué. Donc c'est quand même peut-être pas violent, je sais pas, mais peut-être douloureux. Si, c'est violent. Bien sûr, c'est violent parce qu'en fait vous grandissez en essayant vraiment d'être quelqu'un d'autre quelque part. Et non seulement, comme je disais, parce que dans la société, votre type de beauté ou autre n'est pas valorisé, parce que
attention, hein, c'est vrai qu'il y avait des modèles comme Rihanna, que je suis claire de peau, que j'ai les yeux clairs, etc. Mais en fait, quand moi je grandissais, surtout en Italie, c'était quand même pas ça. Le type de beauté qui était valorisé, c'était vraiment encore les yeux clairs, en fait, les femmes blanches, blondes, aux yeux bleus, ce genre de choses. Donc, le fait, en fait, de ne pas être blanche, c'était déjà quelque chose de trop autre pour les autres. Ce qui fait, en fait, que même les traits du visage, le fait d'avoir un nez comme j'ai ou une bouche comme j'ai, c'était pas du tout quelque chose de valorisé, hein. C'était quelque chose qui suscitait, en fait, des sentiments assez ambivalents chez les autres, donc chez certains même un dégoût de votre phénotype, de votre apparence, et chez d'autres personnes une espèce de fascination, toujours liée à l'exotisme, etc. Fétichisme. Donc dans les deux cas, c'est un rapport aliénant et déshumanisant en fait qu'on a à la personne qui est en face de nous. Donc en fait, moi dans mon cas, effectivement, même quand j'étais plus jeune, par exemple, si je me maquillais beaucoup, on allait me dire que je ressemblais à un transsexuel, parce que en fait, les traits que j'avais ne correspondaient tellement pas à leur idée de ce qu'est une femme ou ce qu'est une belle femme qu'ils m'associaient limite à un homme. Donc c'était assez compliqué. Et après, quand je suis arrivée donc en France, là j'ai découvert le paradis des perruques. J'ai découvert les extensions, les mèches. Je me souviens encore quand ma cousine camerounaise m'a amenée à Château d'Eau. Elle se reconnaîtra si elle regarde cette interview. Hello. Donc déjà, quand moi je suis arrivée à Château d'Eau, une personne comme moi qui a grandi en Italie où je ne voyais quasiment jamais de noirs. Les seuls noirs que je voyais, c'était des noirs qui faisaient la Manche. Et je n'avais jamais vu des endroits où vous pouvez voir autant de noirs comme à Château d'Eau. Donc quand je suis arrivée, je me suis Gare du Nord et Château d'Eau, c'était vraiment, c'était incroyable pour moi. Et donc du coup, quand je suis arrivée à Château d'Eau et je vois toutes ces boutiques, toutes ces femmes qui coiffent, toutes ces personnes, je me disais mais qu'est-ce que je découvre là? Donc au lieu d'aller me faire tirer les cheveux tous les 2-3 jours pour que ça ne tienne même pas, que ce ne soit même pas vraiment lisse, il aurait suffi que je connaisse les perruques avant. C'est maintenant que je découvre ça. Donc je suis devenue accro aux perruques ensuite, une fois arrivée en France. Ça a duré comme ça quelques années où j'étais entre les perruques, j'ai tout testé, crochet, perruques, tout. Et finalement, j'ai laissé tomber tout ça. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai des tresses, mais la plupart du temps, même des tresses, j'en fais plus parce que je garde tout le temps mes cheveux naturels en fait. Des fois, je fais une queue de cheval ou je les laisse comme ça, mais sinon, aujourd'hui. Est-ce que vous avez de très longs cheveux? Oui, j'ai beaucoup de cheveux. Dire très beaux cheveux bouclés. Ouais. J'ai beaucoup de cheveux, mais effectivement, en fait, la question c'est parce que des fois les gens ils vont dire ah vous avez des très beaux cheveux, etc. Même quand j'étais en Italie, parfois les gens me disaient ça. Mais entre vous dire ça et ensuite que vous puissiez vraiment savoir comment on s'en occupe, comment les valoriser, c'est vraiment autre chose. Parce que il faut quand même du temps pour l'entretien. Il faut savoir comment les entretenir. C'est toute la question aussi qui émerge dans le film. C'est on ne sait plus comment entretenir nos cheveux. Moi, dans mon cas, je n'avais juste jamais su parce que même ma mère ne savait pas. Parce que ma mère blanche, elle a jamais, elle connaissait même pas hein, les techniques de coiffure ou autres. Elle ne savait vraiment pas du tout comment s'en occuper. Donc, quelque part, elle s'en occupait juste pas. Et donc, c'était à moi de nulle part de savoir comment les gérer. Forcément, quand en plus de ça, donc il y a cette difficulté-là dans la gestion concrète du cheveu. Mais ensuite, il y a le côté aussi où ce n'est pas forcément ce qui est le plus valorisé. Donc, tout en fait, vous pousse à haïr ce cheveu. Oui. Et aujourd'hui, je suis très contente de ne pas avoir défrisé quand même, de ne pas avoir utilisé vraiment de produits chimiques, etc. Parce que finalement, les lissages en fait, que je faisais, c'était vraiment avec le fer à lisser. Ça a cramé mes cheveux, attention. Hein, je dis pas que c'est une bonne chose, mais et effectivement, j'ai dû les couper parce qu'au bout d'un moment aussi, ils étaient morts. Hein, ils avaient plus de sens, ils avaient plus de forme en fait. Et ils ne me représentaient du coup même plus parce que c'était juste des cheveux morts qui ne disaient rien de ce que je suis sur le plan de mes origines, qui ne disent pas non plus ce que j'aurais voulu être à ce moment-là en me référant à des personnes qui avaient juste des cheveux complètement lisses. Donc je me retrouvais en fait comme
prise au piège par les tentatives que j'avais fait pour les lycées. Et d'autre part, le fait que le naturel revient au galop, donc tes cheveux ne sont quand même pas lisses. Et c'est comme ça qu'après, avec le temps, plus de maturité, etc. Et avec grâce aussi à mon mari qui m'a beaucoup aidé à les accepter, parce que mon mari m'a toujours encouragé à être naturel, à accepter aussi mes cheveux au naturel. Et c'est quelque chose par rapport auquel je suis reconnaissante, parce que je sais justement que ce n'est pas quelque chose non plus de super fréquent. Et c'est une problématique, non seulement dans la communauté noire, mais il y a des hommes qui aiment beaucoup tout ce qui est beaucoup de maquillage, perruque, ou voilà. Donc quand c'est comme ça, c'est sûr que si vous avez par exemple un mari qui est comme ça, bah, ça va être difficile pour vous en fait de vous épanouir, même si vous acceptez, ça va être difficile de vous épanouir en restant qui vous êtes et authentique et fidèle en fait à ce que vous voulez aussi dégager. Et moi, dans mon cas, au contraire, mon mari, c'était un moteur d'acceptation aussi dans ce que je suis. Et je suis très contente de ça. Il va falloir qu'il rencontre ses frères, là, qui nous prennent pour des sœurs. Non, mais alors du coup, en fait, finalement, ce documentaire, La boucle est bouclée, ce documentaire, c'est aussi votre cri de cœur. En fait, je suis toujours dans mes travaux. C'est-à-dire que quelque chose que j'aime faire, c'est faire raconter aux autres leur histoire. Mais je suis toujours aussi dans ces histoires-là que je raconte finalement. C'est vrai que moi, en tant que femme plus claire par rapport à des femmes qui sont vraiment plus foncées, etc., je sais avoir un parcours très différent et même être privilégiée à plusieurs égards. Chose que je ne voudrais pas être, hein, parce que même moi, ça m'est arrivé plusieurs fois que des hommes noirs me disent des choses sur les femmes noires en pensant que moi, j'allais me sentir valorisée et que du coup, j'allais acquiescer. Et pas du tout. Moi, je les regardais en me disant, c'est ça ce que tu penses, mais dont je sais que tu le dis en face de moi parce que je suis claire. Et devant des femmes foncées, tu ne le dirais pas parce que tu sais que c'est dévalorisant. Et donc, je sais que le colorisme, etc., ça existe. Effectivement, je me suis aussi reconnue dans les propos de Océane, une des interviewées, qui disait quand j'étais plus jeune, j'étais avec mes copines noires, pour moi, on était pareil. Mais après, en grandissant, j'ai compris qu'effectivement, non, c'est pas vraiment ça, parce qu'il y a du colorisme et on est dans une société où même moi, dans mon cas, par exemple, je le sais avec plus de recul hein, aujourd'hui, mais quand je grandissais, je voyais que le côté où je représentais un peu plus l'autre pour les Italiens blancs. Mais aujourd'hui, je sais que non, en fait, le fait d'avoir été claire, mais en même temps un peu foncé, en même temps avec des yeux clairs, etc., en fait, c'était quelque chose aussi qui, parfois, adoucissait les gens, en fait, à mon égard, parce qu'ils étaient fascinés, en fait, par mon apparence par rapport à d'autres personnes qui allaient être vraiment noires et envers lesquelles ils allaient avoir tout simplement exprimé du racisme ouvertement, ou beaucoup plus violemment en fait qu'à mon égard. Donc ça c'est des réalités que je connais aujourd'hui et parfois quand je vais en Afrique on m'appelle la blanche. On m'appelle la blanche carrément, donc là-bas c'est encore autre chose. Mais même là-bas il y a beaucoup une valorisation de la peau claire, beaucoup de femmes qui s'éclaircissent la peau, c'est même un fléau et donc c'est en tout cas des choses dont j'ai conscience aujourd'hui, mais c'est pour ça aussi que pour moi, en fait, une fois qu'on a fait le travail sur soi, qu'on s'est quionné, qu'on a appris à s'accepter, etc., le plus important, en fait, c'est d'accompagner aussi les autres quelque part. Et à travers ce film, en fait, ce film a quelque part aussi une visée thérapeutique pour les femmes qui le regardent et même pour les hommes qui le regardent, du coup, pour les pousser à se questionner sur leur identité et les pousser en fait à accepter vraiment profondément ce qu'ils sont, ou pour les hommes noirs en fait à remettre aussi en question ce côté-là de ne pas aimer d'autres femmes noires sans même savoir pourquoi ou sans vouloir dire ouvertement pourquoi, et se cacher peut-être derrière les phrases du type les goûts et les couleurs ça se discute pas, ou non mais c'est mes goûts, etc. Souvent comme on l'a dit, il y a une forme d'aliénation en fait, et de toute manière les goûts ce n'est pas quelque chose qui est extrait de la société, c'est-à-dire que nos goûts se construisent en fonction de ce que la société nous dit qui est beau, donc forcément ce n'est pas quelque chose comme ça d'inné ou qui ne peut pas être remis en question.
Donc voilà, pour moi, en fait, aujourd'hui, dans les différents films que je fais, j'ai fait mes 2 premiers films sur les Afro-Italiens, où il y avait plusieurs questions qui émergeaient, la question de la migration, comment aussi cette question-là est instrumentalisée dans le discours médiatique et politique, le double héritage, la binationalité, le rapport en fait au fait d'avoir de grandir en fait pas entre, parce que pour moi c'est pas vraiment entre, mais c'est avec 2 pays, avec 2 cultures ou avec 2 appartenances et comment on arrive à être ce qu'on est avec tout cet héritage, tout ce bagage et en valorisant tout ce bagage sans écraser un pour être accepté par l'autre, etc. Donc j'ai été dans ce film, même si je n'étais pas interviewée. Forcément aussi dans Je suis noire, je suis belle, je suis beaucoup dans ce film, même si on ne me voit pas, on n'entend pas mon témoignage. Et dans d'autres films que j'ai tournés sur d'autres sujets, en particulier 2 qui sortiront prochainement, je suis aussi dans ces films-là, même si il n'y a pas mon témoignage dedans. Sur quel thème, les 2 prochains films? Donc les 2 prochains films, alors il y en a un sur l'adolescence féminine, donc le rapport ça aborde plus en fait la problématique de l'hypersexualisation des femmes dès le plus jeune âge, parce que moi je pense que aujourd'hui on est vraiment en fait dans des sociétés qui sont très sexualisées et qui forcément donc sexualisent en fait aussi les enfants et les adolescents, et avant le temps, avant qu'ils aient aussi la maturité de pouvoir gérer leur identité sur ce plan-là, pouvoir aussi connaître leur identité sur ce plan-là. Et donc ça aborde cette question-là, et donc j'ai tourné en fait ce film-là avec mes amies d'enfance qui sont blanches, hein, donc il n'y a pas forcément la question du racisme ou autre qui émerge dans ce film, ce qui est une chose aussi importante pour moi dans mon travail, parce que je ne veux pas qu'on me réduise ou qu'on limite mon travail aux questions liées au racisme ou aux identités noires, parce que c'est des sujets que j'aime, qui sont importants pour moi, qui me tiennent à cœur. Mais il y a aussi plein d'autres sujets qui font partie de la vie, qui forcément me tiennent à cœur et auxquels je m'identifie aussi. Donc il y a cette question-là. Et après, un autre film en fait qui recueille les témoignages de papas à qui on a enlevé leurs enfants à partir du moment en fait, où il y a eu la séparation. Donc qui pose toute la question de la parentalité post-conjugale, c'est-à-dire quand les gens se séparent, qui garde les enfants, et si c'est la femme qui garde les enfants, qu'est-ce que ça engendre aussi chez le parent qui se retrouve quelque part privé de ses enfants, etc. Et là aussi, il y a des témoignages d'hommes noirs, arabes, blancs, toutes sortes. Donc, parce que c'est des questions qui sont universelles, donc en réalité. Et je serai aussi dans ces histoires-là, parce que si je m'intéresse à ces sujets, c'est aussi parce que c'est des choses que j'ai vécues. C'est un peu aussi le reflet de votre propre histoire. C'est ça. Et alors, du coup, pour finir, où est-ce qu'on peut voir ce magnifique documentaire qui a déjà été diffusé 2 fois à Paris? Donc la prochaine diffusion sera toujours à Paris au cinéma Saint-André-des-Arts le 1er septembre. Il sera aussi projeté à Richmond en Virginie aux États-Unis la semaine du 15 septembre par là. Parce qu'il a été sélectionné en fait au festival Africana Independent Film Festival. Il a été sélectionné en fait à plusieurs festivals internationaux, donc il tourne un peu et dans différents pays et différents coins du monde. Après, je voudrais quand même donner l'accès en fait à ce film à tout le monde. Donc on est en train de voir un peu pour le diffuser vraiment à un plus large public, que ce ne soit pas seulement les Parisiens qui puissent bénéficier de ces diffusions-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, étant donné que de toute façon c'est du cinéma indépendant, donc il y a aussi le côté où il n'y a pas forcément une maison de production derrière. Donc on s'organise de manière, comment on dirait, en fait c'est toujours des circuits indépendants. Et d'ailleurs, le film a pu être projeté en fait en salle de cinéma grâce à une structure qui s'appelle Viens regarder tes films en salle. Et donc c'est grâce à cette structure qu'ont eu lieu l'avant-première et aussi les autres projections de ce film, celle du 28 juillet et celle du 1er septembre. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce documentaire. Rien que le titre, ça nous rend joyeux. Et on peut le redire, je suis noire, je suis belle.
Merci pour cette interview. Merci à toi.